Je suis ravi de vous avoir là pour la 3e soirée du festival Projection Transition, organisé par les Shifters belges. Bonsoir, moi c'est Quentin, je suis co-coordinateur de l'association et on est trop content d'être là. Hier c'était 2 débats et 2 séances super émotions rationnelles, compliquées à enchaîner. Et ce soir, ça prouve encore, on s'apprête à vivre un grand succès. Qui connaît les Shifters dans la salle ? Ok, cool, il y a quand même des mains. Qui dans la salle ne connaît pas le triangle de l'inaction ? Levez bien la main si vous ne connaissez pas le concept du triangle de l'inaction. Ok, ça fait quand même pas beaucoup de monde, mais je vais vite fait vous le réexpliquer. Un triangle qui a 3 bouts, le gouvernement, les citoyens et les entreprises. Et le triangle de l'inaction explique la tragédie dans laquelle on se situe, c'est-à-dire un réchauffement planifié à 3 degrés, c'est-à-dire que grosso modo, on n'agit pas sur le problème de la transition, parce que chacun se repousse la faute les uns sur les autres, les entreprises disant que les citoyens ne font rien, les citoyens disent que le gouvernement ne fait rien, le gouvernement dit que les entreprises ne font pas assez. Bref, nous, les shifters, on a décidé de transformer ce triangle en triangle de l'action, et de faire un vrai mouvement citoyen, ici, en Belgique. Et on fait ça en faisant 2 choses. Si vous devez retenir ces 2 choses, c'est la première chose de la sensibilisation. C'est pour là que vous êtes là, c'est pour ça que vous avez amené votre pote ou votre ami qui est juste à côté de vous et qui ne sait pas trop pourquoi elle est là. Et le but du jeu, c'est vraiment de créer de la conscience sur ces enjeux-là à travers des ateliers, des conférences, des festivals de cinéma, des vidéos et des interventions un peu comme celle-ci. La deuxième chose qu'on fait, c'est de l'influence, parce qu'on pense que ça ne va pas uniquement venir du bas et que tous nos décideurs économiques et politiques, il faut les convaincre. Il faut leur dire, c'est urgent, il faut agir, il faut avoir du courage politique et économique. Et donc pour ça, on fait des rapports, on en fait des meetings avec des politiques et on essaie de leur dire, agissez, il faut agir vite. Bref, un lobby citoyen pour notre bien à tous. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une très bonne séance et avant qu'on démarre, je vais vous passer la parole à Valentin, qu'on peut applaudir très fort, et lui et toute son équipe, parce qu'ils ont organisé le festival pendant plusieurs mois. Tout ça, c'est de l'énergie bénévole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un copec investi là-dedans, enfin juste pour le budget. Et Valentin vous a expliqué un peu à quoi sert le festival, pourquoi on l'a depuis maintenant 2 ans. Merci Quentin, merci tout le monde. Avant d'expliquer un peu ce que nous attendons de ce festival, on va commencer par remercier en fait les différents partenaires sans qui on n'aurait pas pu organiser ça. Donc les différents partenaires que vous pouvez voir, la commune d'Ixelles, la loterie nationale, nos partenaires médias que sont la RTBF, Imagine Mag et le cinéma Vendôme, bien sûr, dans lequel nous nous trouvons. On remercie également Triodos, Cohérence, Néo et Néa et l'organisme Resil Food. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est le dernier jour du festival. On a la chance d'être accompagné par notre parrain. Le parrain du festival, c'est le collectif Cut. Jérémy Régnier et Julia Malric sont juste là pour vous décrire un peu l'objectif de ce collectif. Donc on les remercie déjà. On remercie nos intervenants que vous allez voir juste après pendant le débat. Du coup, tous les bénévoles de l'équipe. On a un grand plaisir ce soir, c'est qu'on va normalement être sold out. Alors vous ne devriez pas trouver de place vide ce soir, donc c'est un vrai plaisir pour nous. Et du coup, en quelques mots, à quoi sert ce festival ? Qu'est-ce que nous attendons de ça ? Donc Projection Transition, on a plusieurs buts. Le premier, c'était d'ouvrir en fait sur la transition écologique, climatique et sociale à travers le cinéma. Le deuxième, c'était d'utiliser en fait le pouvoir évocateur du cinéma pour essayer d'impulser le changement dont Quentin parlait juste avant dans l'association des Shifters. Derrière, on essaye, et vous pouvez le voir autour de vous, on essaye de réunir la société dans sa diversité. Donc on pourrait être encore plus diversifié, mais on essaye de le faire. Et tout ça pour avoir des actions nécessaires pour un avenir durable. Dernière action, et vous allez le voir juste après pendant le débat, on veut inviter des scientifiques, des artistes, des gens du monde politique, donc des gens de diverses fonctions, pour en fait, prendre part au changement, ce changement dont Quentin parlait, ce changement qu'on attend via l'association des Shifters. Voilà, il faut au moins tout ça pour un monde à rebâtir, qui est le thème du festival. Donc je vous remercie encore d'être là, et on remercie le collectif Cut qui va nous dire un petit dernier mot avant de lancer la séance. Merci beaucoup.
Merci, bonsoir. Alors, on est très heureux de parrainer ce festival. On était là pour l'ouverture à Paris et d'être là pour la clôture ici avec vous. L'association CUT, d'abord, était un collectif, une envie de regrouper en fait des personnes, des acteurs différents de notre industrie du cinéma, que ce soit les distributeurs, des acteurs, des réalisateurs, des scénaristes, pour pouvoir parler justement de ce sujet qui est la transition écologique au sein de notre industrie. Et j'avais, moi, une envie, d'une part, de comprendre ce qu'on pouvait faire à travers justement l'art, mon métier. Et très vite, je me suis dit, tiens, j'avais envie de mettre justement tous ces gens à table et pouvoir en discuter ensemble. Et très vite, on a mis des choses en place. Ouais, on a mis, en fait, on a construit ce collectif qu'on a pu présenter à Cannes pour faire un événement un peu assez puissant pour que tout le monde soit témoin en fait de cette envie vraiment de l'industrie du cinéma de faire cette transition. Et donc avec le collectif CUT, on s'est rendu compte que beaucoup de monde ne savait pas comment appliquer cette transition, comment faire une éco-production. Donc on a créé une plateforme dans laquelle on recense toutes les initiatives qui existent pour vraiment mettre en lumière, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent et c'est important de faire comprendre aux gens qu'il y a des gens qui s'attellent à ce sujet depuis longtemps. Et en plus de ça, on fait des groupes de travail pour s'attaquer à 3 chantiers. Donc la forme, c'est-à-dire voir où il manque encore des outils pour permettre de diminuer les émissions carbone de son film. Dans la diffusion, c'est notamment aider les films à impact à avoir un impact plus gros, parce qu'on sait que généralement ces films-là ont une durée de vie au cinéma assez réduite. Et justement, comment les aider avec leur com, et aussi très important sur le fond, et notamment qu'est-ce qu'on raconte dans nos films et quels sont les récits qu'on a envie de partager. Un peu comme ce soir là, et ce festival qui met ça justement en lumière. À travers un film, je pense qu'on peut véhiculer des idées, des émotions qui peuvent justement véhiculer une nouvelle forme de pensée, une nouvelle forme d'action. Il y a voilà, comme ce film que vous allez voir, Capitaine Fantastique, que j'ai vu pas mal de fois. Magnifique. Où justement, en fait, ce sont des nouveaux récits qui nous permettent d'imaginer un autre futur qu'on nous propose aujourd'hui. Et je pense que l'art, le geste artistique est aussi nécessaire à cet endroit-là. Et s'il peut nous aider justement à faire un monde meilleur, il faut s'atteler à ça. Oui, et donner envie, en fait. Aujourd'hui, c'est difficile de s'engager avec l'image qu'on a du futur. Donc, raconter des nouveaux futurs, présenter un monde nouveau, désirable, ça donnera envie à quiconque de vouloir participer à ce changement. Et c'est là où le travail est vraiment très, très important. Voilà. En tout cas, on est très heureux de parrainer, très heureux, fiers de ce que les shifters font, de mettre ça en avant. En plus, c'est des bénévoles. Bravo, vous pouvez encore les applaudir parce que vraiment, bravo. Voilà, ils prennent de leur temps à côté pour faire ça, donc bravo à vous. Et je vous souhaite une bonne projection. Bonne projection à tous. On peut faire évoluer les choses à travers le quotidien, puis aussi à ce qu'on a envie de justement partager avec les gens, comme le cinéma. Voilà. Donc on compte sur vous aussi. Merci. Bonne soirée, bonne projection. Bonsoir à tous. Je laisse un petit peu cette histoire s'imprégner en vous. Peut-être prendre un petit moment, l'histoire qui vous a été offerte, de la laisser s'imprégner en vous. Avant d'ouvrir la parole à ce débat, bonsoir à tous les 3. J'avais envie de vous poser une première question de présentation de vous en lien avec le film. Alors, est-ce que vous voudriez peut-être choisir un personnage du film qui vous parle particulièrement, en lien avec vous-même ou avec un projet que vous portez, et nous raconter ça? Pas trop longtemps parce que c'est la question de présentation. Vous savez qu'on a plein de choses à discuter, mais si ça vous inspire. Pierre, vous voulez démarrer? Bon, moi, je pense que je me souviens plus des prénoms, mais je pense que je m'identifie à l'enfant rebelle, à l'enfant qui a l'esprit critique dans ce système familial
et à celui qui est un peu le lanceur d'alerte, celui qui montre quand même qu'il y a un souci dans malgré tout, dans cette utopie qui pourrait avoir des relents un peu dictatoriaux, quoi. Voilà. Merci. Merci. Je te présente quand même Valérie Zoldo. Est-ce que tu veux faire un lien avec le projet que tu portes? Ah, en lien avec le projet que je porte, oui, pardon, j'ai répondu qu'à une partie de la question. Donc, je suis storytelleuse du changement individuel et collectif et je suis à l'initiative d'un projet qui s'appelle l'Assemblée citoyenne des imaginaires. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous raconterai. Qui se ferait un peu symptôme de la société alors? Qui, pardon? Qui se ferait peut-être un peu symptôme des choses qui vont pas dans la société, comme ce petit garçon. L'objectif, c'est de raconter des récits qui sont à la hauteur, finalement, des enjeux de notre époque, mais en invitant le rêve. Et finalement, en faisant converger la lucidité vis-à-vis de certaines dystopies que nous sommes en train de vivre, et en même temps, une mise en mouvement à travers des utopies concrètes. Voilà. Merci. Est-ce que Pierre, tu veux continuer? Bonsoir. Alors, je ne sais pas si j'ai fait m'identifier à un ou une personnage, mais plutôt, dès la première minute, cette forêt était magnifique. Et je me suis dit, purée, ils ont vraiment de la chance. Et moi, mon rêve dans la vie, c'est d'arriver à faire bouger les choses, enclencher vraiment une métamorphose, qu'on arrive collectivement à faire bouger, à transformer les choses. Et que je parte dans les Pyrénées, la route rousse, en basque. Et donc, je rêve d'avoir une année, peut-être pas dans ces conditions, mais une année, on a une maison pas très loin d'un village, au rythme de la nature, me remettre à l'apiculture, aller voir la neige arriver, aller voir les isards, aller voir les marmottes. Donc, je rêve, avant d'être trop vieux et trop con, d'avoir une année dans la nature pleinement. Et j'aimerais qu'on arrive à déclencher avant une métamorphose, parce que partir dans la nature, si le monde s'effondre, c'est quand même un peu égoïste. Voilà. Mais donc, j'ai trouvé cette forêt magnifique. Et après ça, quand il fout en l'air après ça, je me suis dit quand même qu'il y avait un peu de violence, que s'il y avait besoin de, voilà. Et donc, je m'appelle Pierre. Je suis engagé depuis un bon moment sur les questions de justice sociale. C'est moi qui ai lancé le débat sur la semaine de 4 jours. Et je bosse depuis 10 ans avec un grand climatologue qui s'appelle Jean Jouzel. Et depuis 4 ans, je suis député européen, comme quoi ça peut arriver à n'importe qui. Et j'essaye de trouver plus de moyens pour enclencher la métamorphose en Europe et en Afrique. Donc, je suis depuis 4 ans député. On m'a mis à la commission des budgets, rapporteur général du budget. Ça fait sérieux. Et donc, je me bats pour qu'on ait plus de moyens, pour qu'il y ait une compréhension collective de l'urgence et qu'on arrive à enclencher vraiment, y compris en trouvant de l'argent pour rénover toutes les maisons, faire des transports en commun, aider les agriculteurs, protéger la biodiversité ici et dans d'autres pays. Merci. Comme quoi, passer du temps en nature, ça peut être pour les députés européens aussi. Merci. Bonsoir à tous, moi c'est Pierre-Alexandre. J'ai un peu botté en touche sur ta question de à qui je m'identifie. En fait, je ne m'identifie pas à un individu, j'aime beaucoup ce que cette famille nucléaire représente en fait. À tous les niveaux, il y a le papa, et puis il y a tous les enfants, il y a la mère qui est quand même malgré tout présente. Et en fait, elle vit dans un écosystème naturel, en pleine nature, et puis il y a ces incursions dans ce monde, et j'aime beaucoup cet aller-retour en fait. Et ils vont chercher l'équilibre là dans cette maison à la fin. Donc voilà, un peu tout le monde, le fou idéaliste visionnaire dictatorial, et puis aussi les jeunes avec l'esprit critique, et puis celui aussi qui va se lancer à l'université là. Je m'identifie à tous en fait. Donc moi j'ai cofondé l'Arbre qui pousse, qui est un tiers-lieu rural à Autigny, à une demi-heure d'ici. Je pourrais en dire un peu plus tout à l'heure. C'est un tiers-lieu rural. Et aujourd'hui, ce qui m'habite, c'est le fait de pouvoir essaimer ce genre de modèle sur le territoire. Et donc, ce papa, malgré tous ses défauts, transmet quand même beaucoup de valeurs et beaucoup de savoir et de savoir-faire à ses enfants. Et je crois que c'est un peu l'objectif, quoi. C'est d'utiliser le cerveau des animaux symboliques que nous sommes pour pouvoir transmettre des idées et amener du changement plus rapidement. Merci. Moi, je m'appelle Pascaline Souciou et moi, ce qui m'anime, c'est la connexion à la nature chez les enfants, dans le cadre d'écoles de forêt particulièrement. Voilà, comme ça, vous en savez un peu plus sur moi. Et j'avais envie de te poser une question à toi, Pierre-Alexandre. On voit ici une micro-société familiale. Peut-être que certains qui sont dans la salle ne savent pas ce que c'est un écolieu. Est-ce que c'est la même chose que ce papa avec 6 enfants ou bien pas? Qu'est-ce que c'est qu'un écolieu finalement?
Alors, moi, j'ai 7 enfants. Bon, il y en a que 2 qui sont à moi, mais on fait une crèche parentale pour l'instant. J'ai 2 enfants, personnellement. En fait, c'est marrant que tu dises écolieu. Alors, il y a tout un nuage écolieu, éco-village, tiers-lieu. Il y a toutes des nuances. Moi, j'aime bien ce terme de tiers-lieu rural parce qu'il est ouvert sur le monde et parce que c'est un projet qui est mis par un collectif avec de la propriété et de la gouvernance partagée. Ce qui n'est pas toujours le cas des écolieux, des éco-villages. Et la question, c'est qu'est-ce que c'est? Ok, qu'est-ce que c'est comme lieu? Alors, en fait, c'est un lieu qui... c'est une ferme, concrètement, c'est une ferme collective. On a 6 hectares, il y a 12 unités de logement sur la ferme, on a une trentaine à y habiter. Et alors, il y a une trentaine de porteurs de projets qui sont des artisans, des artisanes, des producteurs, productrices, des entrepreneurs. Donc, il y a 2 maraîchers, il y a un vigneron, il y a une personne qui gère les moutons, une forêt nourricière, une pigmentière, il y a un coworking, il y a un restaurant, il y a un atelier vélo, une école, une boulangerie. Enfin, voilà, il y a tout un petit nuage de... C'est un petit village, en fait. Et on vit ça au quotidien. Alors, c'est imposable. Ça permet à ce que le lieu soit résilient. Parce que si l'école ne va pas bien financièrement, par exemple, ben, les autres projets peuvent continuer à perdurer. Et en fait, il n'y a pas de foi qui nous unit, si ce n'est le fait de pouvoir réinventer le rapport entre humains et puis le rapport entre les humains et le vivant. Donc on vit ça au quotidien en réfléchissant à notre consommation, à la manière dont on gère l'énergie, les déchets et plein de choses. Et alors, ce qui est super important, et c'est pour ça que j'affectionne particulièrement la notion de tiers-lieu rural, c'est qu'on n'est pas une bande de hippies en zone rurale reculée où en fait on est déconnecté, où on se marginalise comme dans le film de manière caricaturale. Le lieu chez nous est ouvert sur le monde, donc on travaille avec les universités, l'UCL est juste à côté. On est à 10 minutes à pied 15 minutes à pied de la gare de Tigny. On accueille des dirigeants d'entreprise, des étudiants, des demandeurs d'asile. On travaille vraiment avec tous les pans de la société et le lieu a vocation à être utilisé par le public, par les citoyens, les riverains qui habitent autour. Et on a un marché des producteurs et un marché de Noël la semaine prochaine d'ailleurs. Donc voilà, c'est l'arbre qui pousse, c'est petite pub. Pas de problème. Il y en a peut-être qui auront envie de visiter celui-là ou d'autres, parce que vous n'êtes pas les seuls non plus écolieux qui existent en Belgique. Et ça m'amène à ma prochaine question. Un gros enjeu dans le film, c'est de savoir justement, est-ce qu'on peut changer la société de l'intérieur, ou est-ce que c'est nécessaire d'en sortir? Est-ce que si on reste à l'intérieur, nos imaginaires sont pas coincés pour être capable de trouver des solutions finalement pour la réinventer? Et puis est-ce qu'on n'aurait pas un système économique un peu délétère? C'est peut-être une question que j'ai envie de vous poser à vous, Valérie. Eh ben, pour répondre, je vais citer un Belge. Du coup, je vais citer Thomas Dansbourg, donc l'auteur du best-seller Cessez d'être gentil, soyez vrai, et qui est donc un peu le chantre de la communication non violente et qui propose d'être dans le et pas dans le ou. Dans le fond, je pense qu'on peut contribuer modestement à métamorphoser le système en étant à l'intérieur, parce que pour certains c'est leur place d'être des chevaux de Troie, et puis d'autres c'est pas leur place parce que c'est difficile, et donc qui préfèrent finalement repartir de zéro et rayonner un autre être au monde en dehors, et effectivement créer des laboratoires de la transition vers une autonomie alimentaire, énergétique et productive. La question, en fait, est de savoir comment on le fait. Est-ce qu'on le fait en imposant une réalité toute faite, en étant des convaincus, donc pour un peu paraphraser le langage des oiseaux, un convaincu, et ce que je pourrais un peu reprocher au héros de ce film, en fait, qui son intention est bonne, en fait, le truc c'est sa manière de le faire qui est quand même, en fait, malgré lui, un peu violente et un peu sectaire, et il impose, et le problème, en fait, dans ce héros, c'est que finalement, il est persuadé de bien faire. Mais je ne sais pas si Noam Chomsky serait très content d'avoir été récupéré de cette manière-là. Est-ce que Noam Chomsky, finalement, prône la liberté et le non-contrôle et la non-domination? Et en fait, on a quelqu'un qui domine, qui en fait est quand même un patriarque. Il domine ses enfants. Je me demande quelle était sa relation avec sa femme, mais pour qu'elle ait fini par se suicider, elle ne devait pas être méga...
épanoui, quoi. Alors, c'est pas de la faute du mari, attention, hein, j'ai pas dit ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça remet en question ce système qu'il propose. Et donc voilà, donc toute la question est en fait quelle est la place de la liberté de l'autre et de sa propre liberté dans cette transition en fait, quel que soit voilà l'endroit où on est, à l'intérieur, à l'extérieur, peu importe. Est-ce que c'est une transition qui malgré tout se fait dans la douceur? Est-ce que ce que je rayonne, c'est un rapport pacifié avec moi-même, pacifié avec l'autre et pacifié avec le vivant? Mais si c'est pour engendrer un système qui finalement est violent, eh ben, on va arborer les codes de la société que l'on dénonce et de la société que l'on quitte. Finalement, donc c'est en faisant ce qu'on a toujours fait qu'on obtient ce qu'on a toujours obtenu, quoi. Donc voilà, enfin voilà une première piste de réponse, quoi. Une réponse nuancée, merci. Puis l'enjeu aussi de ce personnage, c'est qu'il est à la fois père et tuteur de ses enfants, ce qui le met aussi dans une posture assez spéciale, quoi. Ça mélange l'affectif et l'éducatif. Il est effectivement prof, il est tuteur, il est maire. Parce que finalement, dans ce territoire, il y a aucun, et c'est pour ça c'est pas du tout un territoire permaculturel, si je peux me permettre. Parce que finalement, quand on apprend, enfin, moi j'ai été initiée à la permaculture, le b.a.-ba de la permaculture et de la compréhension du vivant, c'est l'autonomie et l'interdépendance. Et en fait, là, ils sont ni en autonomie ni en interdépendance, ils sont juste en autosuffisance, dans une sorte d'entre-soi. Et en fait, en permaculture, on apprend aussi, quand on fait un design permaculturel, l'importance des zones d'échange, en fait. Enfin, et en fait, là, il n'y a pas de zone d'échange. On est juste dans un entre-soi. Il n'y a pas d'intégration dans l'écosystème local, ni dans un village, et du coup, moi, je m'interroge finalement, quel est l'avenir? C'est pas du tout durable. Quel est l'avenir de ces enfants, dans le fond, même à moyen terme? Enfin, ils n'ont pas ils ne rencontrent personne de leur âge. Puis quand ils vont entrer dans la puberté, quelle initiation à la sexualité? Même la sexualité du père va être complètement inexistante. Enfin, et en fait, c'est ça le vivant aussi, c'est avoir... C'est être en lien, tout simplement. Comment? C'est d'être en lien. C'est d'être en lien et puis de se laisser traverser par la vie, à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Et là, la vie, ok, ils sont dans un écosystème, naturel, voire sauvage, mais ils sont pas en interaction, donc ils sont pas totalement vivants. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Pierre, par rapport à cette question de changer la société de l'intérieur, ou bien s'en extraire pour la changer? Valérie a dit que certains voulaient changer modestement le système. Toute la difficulté, c'est que ça n'a pas beaucoup de sens. En même temps, si, moi j'ai fait du colportage de livres, il y a plein de gens qui sont... Je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre garder sa vie perso, garder sa joie de vivre, son équilibre, sa vie perso, changer des choses qu'on peut faire au niveau local. Que déjà, si chacun de nous, on ne peut pas s'occuper de tous les SDF de Bruxelles, mais si chacun de nous, de temps en temps, prend un café avec le SDF qui habite dans son quartier, si on s'occupe d'aider un enfant qui est en échec scolaire, c'est déjà pas mal, mais il y a quand même besoin d'un changement radical de l'ensemble du système. Antonio Guterres disait il y a 3 jours, le monde est en feu, le monde est en feu, tous les trucs qu'on a laissés pourrir depuis 30 ans sont en train de nous péter à la gueule, c'est le dérèglement climatique. Je voyais le jour des climatologues qui sont très très inquiets, qui disent que ce qui se passe en 2023 est pire, quand on voit, je ne donnerai pas de nom, mais avec des grands climatologues en petit comité, ils vous disent qu'ils commencent à se demander si les modèles ne sont pas trop optimistes, parce que ce qui se passe en 2023 est quand même nettement plus grave que ce qu'on pensait. Ce qu'on a laissé pourrir, et il y a toujours un niveau de chômage, de précarité, vous avez vu au début de l'été, quand ça pétait dans les quartiers difficiles en France, on s'est rendu compte qu'il y a toujours plus de 3 millions de chômeurs, un niveau de précarité massive, et entre ce qui se passe, avant-hier, on faisait un débat à Strasbourg au Parlement avec comment est-ce que l'Europe peut essayer de stopper l'horreur entre Israël et la Palestine et construire la paix. Et il y a 2 semaines, je dînais avec un grand diplomate qui revenait de New York, qui était un monsieur qui avait négocié les accords d'Oslo entre 91 et 93, et un monsieur très poli, très sage, et 3 fois pendant le dîner, il me dit « Mais tu as raison, on est dirigé par des connards. » On est dirigé par des connards, parce qu'il montrait tous les moments où on a cru que la paix était possible. Et puis on a laissé tomber, on a laissé pourrir, on a laissé les plus violents des 2 côtés. Et il me dit que ce soit sur la question de Israël et la Palestine, sur la question du climat, sur la question de l'emploi, on est dirigé par des connards. Donc ou bien on accepte que le monde aille vers le chaos,
et on essaie de se protéger, mais ça peut quand même être sinistre, parce que je pense que de notre vivant, on va connaître des scènes d'horreur. Il y a 3 ans, j'ai fait une grève de la faim au Parlement européen. J'avais fait d'abord voter un rapport qui expliquait comment on pouvait trouver beaucoup plus d'argent pour le climat. Et puis, j'ai fait une grève de la faim pendant 18 jours pour attirer l'attention sur les lobbies des banques qui bloquaient ces évolutions. Et des journalistes venaient me voir. On n'a jamais vu ça. Un député qui fait une grève de la faim, le rapporteur général, il y a des députés qui voulaient que je démissionne, qui me expliquaient que ça se faisait pas, un rapporteur général du budget qui fait une grève de la faim. Et les gens me demandaient, mais pourquoi vous êtes tellement engagé sur la question du climat? Et je racontais comment j'étais allé à Bamako, en Afrique, il y a quelques années, et que ça m'avait vraiment fait un déclic, ça m'avait vraiment fait un choc. J'ai vu des jeunes climatologues qui parlaient non pas du réchauffement climatique, mais du sida climatique, en disant que si on continue le blabla, le réchauffement climatique allait faire autant de millions de morts que le sida, le HIV. Et après ça, quand je suis revenu chez moi, pendant plusieurs semaines, je n'arrivais pas à dormir. Je faisais des cauchemars, je voyais des scènes d'horreur. On connaît tous la photo au Vietnam d'une petite fille qui est nue sur un pont et qui fuit la guerre. Et plusieurs nuits de suite, je voyais vraiment ces scènes d'horreur. Je me dis, mais de notre vivant, si on ne fait rien de sérieux sur la question du climat, on va connaître des scènes d'horreur. Les scènes d'horreur, il y a déjà eu 200 morts en Belgique et en Allemagne il y a 2 ans dans les inondations, mais on peut avoir des conflits. Quand la Banque mondiale annonce 150 millions de réfugiés climatiques, je ne suis pas sûr donc 90 millions qui vont quitter l'Afrique parce qu'ils auront le choix entre crever sur place ou essayer de traverser la Méditerranée. Je ne suis pas sûr qu'on soit capable de les accueillir de façon fraternelle et non violente si l'Afrique se disloque. Donc la difficulté, c'est de garder son équilibre perso. Là, moi, je sors d'une semaine éprouvante. Dès demain, je rentre voir la petite famille. Je vais essayer d'avoir un week-end un peu cool. Donc, il ne faut pas se cramer parce qu'on est tous en burn-out dans 3 semaines. Je ne suis pas sûr que ça aille beaucoup mieux. Mais on ne peut pas se contenter non plus, mais je crois qu'on est sans doute d'accord, d'une transformation modeste. Dans mon bureau, là... Quand je disais modeste, je disais humble, en fait. Mais je suis d'accord avec vous. Hein. Non, mais je cherche pas du tout les oppositions, mais moi, j'ai eu la chance de bosser avec des géants, donc, un gars comme Stéphane Hessel, et celui qui avait fait Indignez-vous. Et quelques jours avant sa mort, Stéphane m'avait appelé pour qu'on se voie, et j'arrive, il est dans son lit, et il me raconte, il espérait encore s'en sortir, il était très optimiste, il me dit, il faut vraiment lutter contre le découragement. Une des dernières discussions que j'ai eues avec Stéphane, c'est il faut lutter contre le découragement. Beaucoup de gens pensent que c'est foutu, mais il faut leur montrer qu'on peut avoir, si on se met en mouvement collectivement, on peut avoir des très bonnes surprises. Il disait, on a connu l'apartheid en Afrique du Sud, ça a été quand même l'horreur, et on a connu la fin de l'apartheid. On a connu le mur de Berlin et la fin du mur. Et dans mon bureau, au Parlement européen, j'ai une très belle photo où on voit des jeunes qui physiquement foutent en l'air le mur de Berlin. Et ça, pour moi, c'est très fort parce que mes derniers mois à Sciences Po à Paris, j'avais suivi le cours sur l'histoire de la nation, et le plus grand spécialiste de l'Allemagne, on est en avril 1989, en avril 89, le plus grand spécialiste de l'Allemagne nous explique que le mur de Berlin est encore là pour au moins 50 ans. Donc ce que vous me dites, en d'autres termes, c'est qu'on a besoin de trouver des manières de se ressourcer pour pouvoir traverser ça. Pardon, je finis, ça veut dire que je suis trop long, excuse-moi, mais ça veut dire que beaucoup de gens pensaient, des spécialistes pensaient que le mur de Berlin, il était là pendant 50 ans. C'est pas les grands dirigeants politiques, c'est pas Helmut Kohl, c'est pas Mitterrand, c'est pas Gorbatchev qui l'ont fait tomber, c'est des gens comme vous et moi. C'est des gens comme vous et moi qui en avaient marre en disant putain, je n'ai qu'une vie, j'ai envie d'être heureux, et ce mur de Berlin fout en l'air ma liberté. Au début, ils étaient 3, ils étaient 30, ils étaient 3000, et ils ont fait tomber le mur de Berlin. Et donc, je pense que, et après ça, Helmut Kohl, Gorbatchev ont géré les conséquences. Mais ceux qui ont fait le déclic, ceux qui ont fait la métamorphose, ceux qui ont transformé le système, c'est les gens comme vous et moi qui se sont dit j'ai qu'une vie, et si les politiques ne sont pas capables de faire le job, moi, je vais faire le job. Merci. Je retourne la question à vous. À toi. J'essaie d'assimiler la métaphore avec le mur de Berlin. Des pioches et des burins et des humains qui cassent un mur, ça me paraît relativement simple par rapport aux défis auxquels on fait face, en fait. C'est tellement systémique, même si on arrête tout l'extractivisme aujourd'hui, on sait qu'en fait, les conséquences, elles seront là, il y aura des boucles de rétroaction, et en fait... ce sera inéluctable, quoi. On va là, et tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de freiner tant qu'on peut. Et en plus de ça, les mécanismes aztèques qui sont à l'œuvre, on parle de finances prédatrices, on parle de démocratie représentative complètement corrompue. En fait, je ne sais pas encore si aujourd'hui je vois un vrai changement s'opérer, quoi.
Et c'est pour ça qu'en 2018, j'ai complètement, totalement résigné face à l'inertie. Je me suis dit, en fait, il y a juste des communautés qui vont travailler à leur autonomie, au localisme, à se réapproprier des savoirs, à réinventer la démocratie à l'échelle ultra-locale, à créer des circuits financiers permacoles. Enfin, on peut, voilà, j'ai l'impression de slammer comme Damasio ici, mais en fait, et en fait, disons-le nous, c'est super ce que les shifters font, mais on est quand même dans une petite niche mythologique, quoi. Hein. La plupart des gens sont complètement déconnectés de cette réalité. Donc, je sais pas. Je garde évidemment cette foi, cet espoir, probablement parce que je suis père et que je pense à mes enfants. D'ailleurs, il y a une grosse colère qui est arrivée quand mes enfants sont nés. Mais je vous avoue que la résignation, même si on est activiste, elle est présente. Alors pour répondre à ta question, Pascalina, on doit faire avec le monde tel qu'il existe. Les entreprises fabriquent des choses, il faut les transformer, il faut imaginer plus de circularité, travailler sur les externalités négatives. Mais quel long chemin, et en fait on n'a pas le temps, donc c'est extrêmement frustrant. Je crois qu'on va vivre des vies d'humains très frustrés de cette inertie. J'ai hâte de voir toutes les solutions parce qu'en fait on peut les imaginer, mais de là à les mettre en place avec un monde politique et industriel et financier tellement vérolé, bref, sans faire de catastrophisme, j'aime bien reprendre un autre Belge, Gauthier Chapelle, qui est biomiméticien et qui parle dans les écosystèmes forestiers, il y a des champignons, et il y a 70% des champignons qui vont connecter. On connaît tous le mycélium qui va connecter les arbres pour transférer des ressources et faire parler les végétaux, grosso modo. Et alors, il y a 30% de champignons qui décomposent. Et je crois qu'il faut plus de décomposeurs aujourd'hui. Toutes des femmes et des hommes qui sont dans les structures institutionnelles, politiques, économiques, et qui font changer les choses. Là, on a accueilli 100 dirigeants d'entreprise début septembre. On les a connectés à leur intériorité, à leur dilemme éthique. Et je crois que l'enjeu, il est là. En fait, les humains sont profondément blessés. C'est des traumas profonds. Hein. Le monde occidental alors on peut parler des lumières, on peut parler des monothéismes, mais on s'est complètement déconnecté du vivant à pouvoir l'exploiter sans fin. Et en fait, cette reconnexion, elle est nécessaire, mais elle prend du temps. Je crois la clé là-dedans, c'est le rapport à l'autre, c'est le rapport à soi, c'est l'amour-propre qu'on a à soi-même, c'est l'ouverture et l'empathie qu'on a aux autres, à son époux, à son épouse, à ses enfants, à ses voisins. Et alors, les steps d'après, c'est au règne animal, au règne végétal. En fait, il y a une notion de reconnexion. En fait, on est pétri par la peur. Et je crois que l'inverse de l'amour, c'est pas la haine. L'inverse de l'amour, c'est la peur. Et on est pétrifié aujourd'hui dans notre société occidentale. Et c'est voulu. C'est pour ça qu'on consomme et qu'on est content avec des possessions. Et je suis pas certain, parce que sorry, je parle beaucoup, mais l'univers a développé de la matière, et puis il y a eu de l'information génétique, et donc le vivant a pu se pérenniser comme ça. La génétique n'allait pas suffisamment rapidement pour assumer les mutations, et donc en fait la conscience a inventé le langage, et aujourd'hui, grâce au système symbolique et au langage et à la culture, on peut accélérer les changements, on peut faire face on peut s'adapter plus rapidement grâce à ça. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, notre bagage culturel et de gestion d'informations et de transmission d'infos est suffisamment rapide que pour pouvoir nous aider à faire face aux crises auxquelles on fait face aujourd'hui. C'est un pari, et je pense qu'on le prend tous, hein, ce pari, mais je ne suis pas certain que ce soit le cas. Merci. Ça amène directement à la prochaine question, parce que, comme tu le dis, la culture peut accélérer le processus, et puis la première étape de l'accélération de ce processus, c'est la culture qu'on transmet à nos enfants. C'est aussi un des sujets majeurs de ce film. Et je voulais te poser la question à toi, Valérie. Qu'est-ce que tu penses qu'il est important de transmettre à nos enfants aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on peut s'organiser pour le faire?
Eh bien déjà, pour répondre à ta question, ce serait bien de faire un arrêt sur image sur ce qui vient d'être dit, justement. S'il y avait un enfant dans la salle, je ne sais pas s'il y en a. Qu'est-ce que cet enfant... il y a Pierre, il est à côté de moi. Non, mais comment un enfant recevrait ça, ou un adolescent qui, quand même, malgré tout, est encore plein d'espoir, qui devant, en fait, un champ des possibles. Et qu'est-ce qu'il se dirait, en fait? Parce que moi, ce que je reçois, en tout cas ma petite fille intérieure, ce qu'elle reçoit dans ce qu'on vient de se dire, c'est en fait quand même, voilà, il y avait cette métaphore du mur de Berlin, il y a de la peur, il y a du catastrophisme, ce qui est vrai, hein, attention, moi je suis pas éco-anxieuse, mais je suis éco-lucide. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, on est face à une situation inédite dans l'histoire de l'humanité, on est dans un changement civilisationnel, et c'est effectivement peut-être la première fois que dans ce moment civilisationnel, on se pose à la fois la question de la peut-être fin de l'humanité, et en même temps, à l'autre bout de la planète, on se pose la question de l'immortalité à la Silicon Valley avec l'intelligence artificielle. Et donc c'est complètement schizophrénique, voire bipolaire, un peu comme la femme du héros qui s'est suicidée. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans cette bipolarité-là. C'est un truc de dingue, quoi. Mais ce que je trouve de très intéressant, c'est que dans les deux cas, ça nous pose la question de la mort, finalement. Et donc, du sens de la vie. Il était temps de se poser cette question dans un moment où, en fait, on a tué toute forme de spiritualité laïque, mais toute forme de spiritualité quand même et de connaissance de soi. Et donc, finalement, voilà, y a-t-il une vie avant la mort? Et quel est le sens de nos existences? Donc voilà. Enfin, ce qu'on pourrait transmettre aux enfants, c'est peut-être ça. C'est vrai que c'est un peu comme si le capitalisme néolibéral, extractif, etc., finalement avait tué toutes ces formes, toutes ces questions-là, pour finalement ne nous demander que d'être des consommateurs avant d'être des hommes, et des femmes, mais des hommes avec un grand H. Et voilà, quand Malraux disait le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, ça veut tout dire, cette phrase. En fait, on est face à des questions métaphysiques. Et c'est pour moi, quand je parlais de modestie, Pierre, j'insiste, en fait, je voulais vraiment dire humilité. Mais humilité dans le sens retour à la terre, retour vraiment au plus petit, pour en fait aller vers l'infiniment grand. Et en fait, juste humblement se dire qu'en 200 ans, on a remis en question 4 milliards d'années de vie. C'est quand même un truc de dingue. Je ne sais pas si certains dans la salle ont déjà fait la Deep Time Walk, la marche du temps profond, inspirée par le Schumacher College. Vous connaissez? Certains dans la salle connaissent? Je vois ah bah voilà. Donc voilà, c'est le Schumacher College, c'est une marche qui fait 4,6 km, donc qui reprend en fait le parcours de la vie. Et sur 4,6 km de marche en forêt, seulement un cheveu représente l'humanité. On n'est rien en fait. On n'est rien, et on a été capable de quand même de créer l'Anthropocène. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est rien, et en même temps on est tout, parce qu'on est quand même des consciences qui avons conscience d'avoir conscience, et en même temps on a conscience qu'on aime. Et tu parlais d'amour, Pierre-Alexandre, et en fait je pense que toute la question des nouveaux récits et de ce qu'on va transmettre à nos enfants, c'est comment on peut aimer mieux, comment on peut, mais déjà s'aimer mieux soi. Parce que je pense qu'on a des conflits intérieurs énormes, et notamment en politique. Hein. Je travaille aussi avec des dirigeants des dirigeants d'entreprise. J'ai travaillé aussi en politique, et d'après certaines études, dont vous n'êtes pas, pas du tout représentatif, Pierre, mais les dirigeants. Non, franchement, je vous ai beaucoup soutenu depuis des années, et j'adore ce que vous faites. Et justement, comment? C'était moi qui vous soutenais, mais la fan anonyme. Non, mais en fait, parmi les dirigeants et parmi, en fait, il y a moins d'empathie que dans le reste de la population générale, dans ce qu'on appelle la biologie du pouvoir. Et c'est ça qui craint, en fait, c'est que, en fait, les personnes qui nous dirigent, que ce soit dans le monde économique ou dans le monde politique, ne sont pas dotées d'empathie. Donc, effectivement,
on est un peu dans la merde. Donc, ce qu'il faudrait développer chez les enfants, c'est ces capacités inhérentes de l'humain et cette compréhension, j'ai bafouillé, de notre place dans le grand tout, si je reformule ce que vous dites. Ce qui est, en fait, déjà, c'est de devenir des êtres libres. C'est de s'empuissanter. C'est de construire une génération qui sera capable de passer du pouvoir à la puissance, de l'ego au cœur, de l'individualisme à l'altruisme, de la compétition à la coopération. Et pour ça, effectivement, ça passe par des récits, ça passe par la culture. Et effectivement, comment on éveille ces enfants à être des êtres libres. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est de voir que finalement, les médias actuels ou ce qu'on peut voir en télé, on participe quand même un peu à une fabrique de crétins, quoi. Aussi bien des adultes que... Et donc, comment on contribue à, en fait, créer des êtres libres, qui se posent des questions, qui ont l'esprit critique, qui ont une ouverture et une intelligence du cœur. Et en fait, il y a peut-être que ça qui pourra nous sauver. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je m'intéresse beaucoup aux nouveaux récits et à la fiction. Parce que, en fait, ça fait 20 ans que j'explore ces sujets. J'ai fait de la politique, je me suis engagée à 18 ans, j'ai été journaliste politique, journaliste de solutions. J'ai fait des documentaires. Et en fait, il n'y a pas grand-chose qui marche, malheureusement. Enfin, quand je dis qui marche, c'est qu'on n'est pas encore passé à l'échelle. Et c'est pour ça que j'ai fini par penser à une assemblée citoyenne des imaginaires, parce que je me suis dit, mince, en tant que journaliste, ça fait 20 ans donc, que j'explore toutes les solutions vers une société post-carbone. En vrai, et je parle sous le contrôle de Pierre, qui connaît bien ces sujets, mais des solutions, on en a, mais en fait, on pourrait vraiment s'en sortir. Honnêtement, c'est extraordinaire le génie humain. Je pense à Kalundborg, la symbiose industrielle. On a des choses absolument extraordinaires. C'est juste qu'on ne passe pas à l'échelle à cause du putain de facteur humain, quoi. Comme dirait Patrick Vivray. Et donc, comment justement on fait en sorte pour éviter la guerre de tous contre tous? Parce que en fait, c'est ça. Le risque, c'est surtout celui-là. Hein. C'est que, en fait, on va tous se foutre sur la gueule, quoi. Donc, pour moi, la solution avant de faire pipi sous la douche et de faire 40 000 éco-gestes, etc., c'est d'apprendre à faire la paix, quoi. Parce que ça va. C'est vrai de prendre soin de ce facteur humain. Comment ? De prendre soin de ce facteur humain, justement. C'est-à-dire que il y a des écoles extraordinaires, je pense notamment à la Living School qui enseigne aux enfants l'empathie, la coopération, etc. Et en fait, c'est ce dont vraiment on va avoir besoin. Moi, je suis née au Mexique, je suis franco-mexicaine, j'ai vécu le grand tremblement de terre de 8,5 degrés sur l'échelle de Richter, 20 000 morts. Et c'est vrai que, en tout cas, dans les pays qui vivent ce genre de catastrophes naturelles, comme on dit en espagnol, a la hora de la hora, c'est au moment où se passent des catastrophes, il n'y a qu'une chose qu'on a, c'est la coopération. Quoi. Donc voilà, et c'est l'amour. Et donc effectivement, s'il y a une transmission à apporter aux enfants, c'est celle-là. Merci. Et tout se réaligne, en fait. C'est comme dans le vivant. C'est de la permaculture humaine. Si d'abord, il y a une forme d'empathie, de tendresse vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis du vivant, j'ai l'impression que les choses reprennent leur sens et leur juste place. Et si je peux terminer sur un dernier truc, en fait, on a une chercheuse interdisciplinaire à l'Assemblée citoyenne des imaginaires et aux formations qu'on donne auprès des scénaristes qui dit « Il ne s'agit pas tant de trouver des solutions que de se déconnecter du problème. » Et une fois qu'on se déconnecte du problème, qui est donc cette fameuse société capitaliste extractive, la pensée linéaire, en fait, peut-être qu'on peut créer les conditions de l'émergence du champ des possibles. Et donc, passer à un autre état. Voilà, mais on reviendra. Merci. Pour passer à l'échelle, justement, je pense que l'une des propositions que vous faites, c'est d'essaimer des écolieux. Et j'ai envie de poser cette question, justement. Comment est-ce que c'est accueilli, ces écolieux? Comment est-ce que ça peut être soutenu par les politiques? Et puis comment faciliter l'essaimage des écolieux? L'essaimage, ouais. Il y a le fait de pouvoir démontrer et amener des gens à voir ce que c'est au quotidien. On fait avec moins, on
on mange extraordinairement bien, on passe un temps un peu plus en lenteur, mais qui est exaltant, et juste de pouvoir amener les gens à le voir et à le vivre. Je crois que ce qui nous perd aussi dans ce potentiel de transformation, c'est ce rythme effréné où on est chacun dans nos boucles et on peut jamais prendre la hauteur, sortir d'un environnement ultra bétonisé et aller vivre des choses. Je crois qu'on fonctionne depuis quelques siècles avec nos cerveaux et avec des concepts. Et on a perdu un peu ce sens empirique des mains dans la terre, de vivre des choses. Alors, c'est intéressant. En fait, je suis neuroscientifique de formation, donc le cerveau est passionnant pour moi. Et on n'a vraiment pas les sens, les sens physiologiques pour pouvoir ressentir les conséquences de nos actions. On n'est pas capable de se projeter dans le futur et de ressentir les aspects négatifs. Et on n'est pas capable non plus, avec nos sens hyper limités, de comprendre ce qui se passe partout à cause de notre mode de vie. Et donc, je crois que le fait on peut parler de systèmes complexes, on peut parler de systémique des crises, etc. Je crois que nos corps sont d'excellents moyens de nous faire comprendre ça, mais il y a certaines méthodes qui doivent être utilisées. Alors, tu parlais de la Deep Time Walk, mais en fait, il y a plein de choses à faire vivre à des cadres d'entreprise, à des politiciens, à des gérants de territoire, j'en sais rien, mais qui peuvent leur faire comprendre les tenants et les aboutissants de leur métier, qui sortent en fait de leurs pixels et de leurs écrans. Et je crois vraiment que ces lieux-là, alors tu les appelles écolieux, mais je crois que c'est un peu autre chose. C'est vraiment des tiers-lieux, des méta-lieux qui permettent justement de faire le pont avec les universités, avec les entreprises, avec les institutions et évidemment avec le milieu associatif et citoyen. Mais en fait, on va sortir les gens de leur train-train quotidien pour leur faire vivre des expériences qui sont transformatrices, qui vont vraiment les toucher dans leurs fibres. Alors, ça fait 4 ans qu'on a lancé le lieu. Ça fait 3 ans que sur base de cette expertise, on a commencé à le transmettre. Donc en fait, on accueille aujourd'hui, il y en a quelques-uns dans la salle, on accueille aujourd'hui 2 fois par an des collectifs, des propriétaires de terres ou des curieux à venir apprendre comment on lance ce genre de lieu, d'un point de vue humain, d'un point de vue du vivant, d'un point de vue de la technique. Et donc c'est des formats hackathons où les gens travaillent sur leurs projets, ils réfléchissent à l'urbanisme, à comment créer un collectif, comment rayonner et communiquer. C'est assez bien soutenu en Belgique francophone. La ministre de l'Environnement en Wallonie a soutenu 23 projets avec une enveloppe de 12 millions d'euros l'année dernière. Et avec le projet qu'on mène 3 tiers, qui est cet incubateur, cette académie, on est en train de devenir l'acteur qui va créer le réseau entre ces lieux. Donc, je ne sais pas si c'est dans ta question, mais l'enjeu, c'est de créer un réseau interconnecté. Donc, on ne promeut pas du tout ce qui est montré dans le film là. Et tu parlais d'interdépendance, tu parlais d'empathie. Je trouve ça génial d'offrir aux enfants des capacités d'empathie, de collaboration, mais en fait, ils vont collaborer avec qui? Et c'est ça l'enjeu, en fait, c'est de pouvoir faire en sorte que ces enfants, ces futures générations puissent travailler sur différents territoires comme ça, et qu'on puisse transmettre ces compétences-là. Donc il y a un mouvement aujourd'hui qui est en cours. C'est pas la panacée, c'est pas la solution, c'est pas l'enjeu que chaque commune belge ait son tiers-lieu rural, mais c'est en fait où se rencontrent les humains aujourd'hui. Et on parle de niche écologique, mais dans quels endroits en fait on va avoir ces dialogues, ces échanges, ces constats. Et donc il y a un rôle de ces lieux. Merci. Ouais. Moi, j'ai envie d'ajouter aussi, parce que je côtoie beaucoup des enfants, et je côtoie beaucoup des enfants qui ont des cadres qui leur permettent d'être libres. C'est des enfants qui souvent sont instruits à la maison, donc loin des cadres imposés par l'école, des rythmes effrénés. Et voilà, on n'en est pas au stade où c'est aussi martial que dans le film, mais qui sont aussi beaucoup dehors. Et on parle parfois d'apprendre aux enfants l'empathie, d'apprendre aux enfants l'amour. Je pense qu'il s'agit surtout de protéger ces pierres précieuses avec lesquelles ils naissent et de souffler sur la braise, en fait. Voilà, je voulais juste ajouter ça pour ma touche personnelle. Ce sera la dernière question du débat et je vous l'offre à vous. On est tous tenus par le travail, d'une manière ou d'une autre, dans ce système dans lequel on doit vivre. Comment est-ce que le travail et la manière dont le travail peut changer pour être un levier pour faciliter notre capacité personnelle de transition? T'en vaste question. Je voudrais d'abord rebondir sur un truc que disait Pierre-Alexandre quand il disait qu'on était pétrifié par la peur. Je crois effectivement qu'on a tous, où il faut être complètement stupide et ne jamais lire les journaux et ne jamais regarder ce qui se passe. Il y a de quoi avoir peur. Et ce n'est pas en faisant l'autruche qu'on va régler le problème. Et donc, je pense qu'une des façons, c'est de réfléchir avec d'autres. Et donc, ça rejoint l'humilité.
Je suis complètement d'accord quand tu parles d'humilité. J'ai fait de l'agro, et on avait des heures passionnantes en sciences du sol, sur l'humus. Et donc, effectivement, l'humus permet à la graine de germer. Voilà, l'humus garde la bonne quantité d'eau. L'humus, les champignons peuvent se... Mais l'humus n'empêche pas des grandes choses. Tu peux avoir des arbres immenses qui poussent dans de l'humus, et il faut accepter d'être un humus qui va permettre de faire pousser des arbres immenses. Et donc, il faut en même temps accepter que chacun de nous et chacune de nous n'est qu'une toute petite chose par rapport à l'immensité des problèmes, mais que collectivement, on a une responsabilité immense. Et je voudrais citer juste 2 phrases de géants. C'est Mandela, qui disait, Nelson Mandela, qui disait, ce n'est pas rendre service au monde que de diminuer la lumière qui est en nous. Ce n'est pas rendre service au monde que de diminuer notre ambition. Mandela, il n'a pas dit qu'il voulait que les Noirs soient moins souvent fouettés, qu'il y en ait en prison, mais qu'ils n'y crèvent pas tous. Non, Mandela voulait l'égalité. Et Mandela voulait l'égalité, et il et elle se sont battus jusqu'à avoir l'égalité, et ils ont gagné. Et on se souvient tous des images de Mandela qui danse quand il sort de prison, et du peuple qui danse quand il a... Alors, il y a encore des problèmes en Afrique du Sud, mais je pense qu'il faut en même temps être tout à fait humble et avoir ce niveau d'ambition. On a besoin d'un changement complet, et on a besoin d'une explosion de joie, et que les gens se disent, ça y est, alors qu'on est tous super pété de trouille. Je me souviens même il y a 10 ans, un grand éditorialiste en France disait c'est les vacances, mais la plupart des gens, même quand ils sont en train de bronzer à la plage, même quand ils vont à la pizzeria avec leur famille, pensent au malheur du monde, pensent que le monde ne va pas bien. Donc on en a tous conscience, et il vaut mieux le traiter collectivement et se demander, il n'y a pas de baguette magique, mais quelles sont les solutions, les victoires d'étape, comment est-ce qu'on s'organise collectivement ici et ailleurs, comment est-ce qu'on s'organise pour avoir des victoires d'étape jusqu'à enclencher un truc qui va vraiment changer les choses. Et donc Mandela, j'ai cité, et l'autre, Martin Luther King, quand tu parlais de faire la paix, j'ai lu un petit bouquin, je vous conseille d'un bouquin de Michel Rocard qui s'appelle Construire la paix, où Michel Rocard raconte comment il a fait la paix en Nouvelle-Calédonie, où il y avait eu des morts entre ceux qui avaient été colonisés et les anciens colons. Il raconte que c'est le seul endroit du monde où on a réussi à faire le bilan, et c'est un sujet qui peut nous servir pour Israël et la Palestine, mais je n'ai pas le temps de développer, mais la première phrase du bouquin, c'est une phrase de Martin Luther King: ceux qui veulent la paix doivent s'organiser aussi efficacement que ceux qui préparent la guerre. Ceux qui veulent la paix doivent s'organiser, non pas avoir des discussions sympas et de la bonne volonté. Dans le film, je ne sais pas qui disait, un homme ou une femme se définit par ses actes, non pas par ses paroles. Je crois qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont au shift, vous avez l'habitude de vous organiser. Dans nos entreprises, chacun de nous, quand on va au boulot, on sait qu'on doit être organisé. Donc est-ce que pour humaniser la planète, que ce soit pour faire du soutien scolaire au niveau local, pour s'occuper des SDF ou pour une transformation écologique globale, est-ce qu'on est capable de s'organiser de façon aussi efficace? Parce que sinon, on s'en voudra. Dans 20 ans, on va tous se détester. Dans 20 ans, il ne s'agit pas de psychoter. Encore une fois, il faut garder la joie de vivre, il faut garder des moments de convivialité, il faut des moments où on oublie les malheurs du monde. J'ai envie de venir chez toi, de me ressourcer avec peut-être soit tout seul, soit avec moi. Non, mais sans rire. Non, mais vraiment, je te le dis, il faut se protéger, mais il y a d'autres endroits où je vais me ressourcer. Mais il ne faut pas minimiser notre ambition. Collectivement, nous avons une responsabilité colossale. Je finirai en disant que c'est pour ça que j'ai cité le mur de Berlin, quand dire comment traiter sa peur, en disant que des victoires colossales, des victoires historiques sont possibles. Un autre exemple c'est les 2 trucs que j'ai dans mon bureau, c'est en 1871, comme on dit chez vous, le peuple français qui se met en mouvement parce qu'ils veulent l'école. Tout le monde dit que c'est Jules Ferry qui a fait les lois pour faire des écoles partout, mais Jules Ferry pensait que c'était compliqué. Il y a beaucoup de gens qui disaient à Jules Ferry, c'est une bonne idée, mais notre pays n'est pas encore assez riche, on a encore besoin des enfants dans les usines, dans les fermes, voilà. Et on voit 1 200 000 pétitions. Les gens vont frapper à la porte chez le voisin. Est-ce que tu as signé la pétition qui demande qu'on ait des écoles dans tous les villages? Est-ce que tu as signé la pétition? Donc à l'époque, il n'y avait pas Internet. Mais en un an, rien qu'en France, ils sont capables de rassembler 1 200 000 pétitions. Et on voit des carrioles qui poussent vers Paris et ils encerclent l'Assemblée nationale avec les 1 200 000 pétitions en disant on veut des écoles dans tous nos villages, on veut que nos enfants et nos garçons et nos filles aillent à l'école. Et donc c'est une pression, c'est le peuple qui se met en mouvement, c'est le peuple qui fout la pression sur les politiques. Et après ça, il y a la loi. Et après ça, c'est un énorme bazar. Mais pendant 20 ans, on fait l'école des garçons, l'école des filles, on construit des maisons pour les mettre. Et en 20 ans, le pays s'est métamorphosé. Donc est-ce que nous, alors que s'ils ont été capables de le faire en 1871 pour obtenir de l'éducation pour tous, et qu'en 20 ans, il y a une métamorphose du pays, est-ce qu'on est capable, nous aussi, de nous organiser? Je répète, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc pour rassembler 1 200 000 pétitions, c'est qu'ils avaient envie de gagner. Donc est-ce que nous, malgré la fatigue, malgré les échecs, malgré le fait qu'il y a beaucoup de politiques qui sont cons, il y a un niveau de conneries et de cynisme et de paresse donc est-ce qu'on est capable, malgré tout, pour nous et pour nos enfants, et pour juste être heureux, et puis parce qu'on peut prendre son pied en étant efficace, en ayant des victoires, c'est pas juste pour le service du bien commun, on peut être heureux en travaillant avec d'autres. Donc est-ce qu'on est capable de s'organiser pour gagner des victoires d'étape et une transformation globale?
Merci. Ça parle d'empuissancement dans un certain sens. Ce que j'entends autour de nous là, ce que j'entends dans ce débat, c'est aussi retrouver des espaces où on peut retrouver cette source, si je peux me permettre avec ce terme, peut-être un peu galvaudé, cette source en nous pour donner la force de pouvoir s'organiser ensemble, pour se donner la force de pouvoir trouver notre lumière et la rayonner dans un certain sens. Je vous remercie tous les trois et je me tourne vers vous, vous qui avez vu ce film, vous qui avez entendu ce débat. Et j'ai envie de vous proposer de fermer les yeux un petit instant, de penser à cette lumière qu'on a à l'intérieur de nous et qui cherche sa place entre la voiture, le vélo, les horaires, sortir les poubelles, s'occuper des enfants, les problèmes du monde, et laisser tout ça un petit peu se poser la question, tiens, où est-ce que ça m'a touché ce film ? Où est-ce que dans ma vie, ça m'a touché vraiment ? Et quel est le plus petit pas que j'ai envie de mettre en place aujourd'hui, là où cette histoire m'a touché ? Et quand vous sentez que la réponse émerge, vous pourrez rouvrir les yeux et pourquoi pas prendre le temps d'en parler avec votre voisin pour que la discussion continue. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci à tous les trois. Je voudrais inviter l'ensemble des bénévoles qui ont organisé pendant 3 jours, enfin sur ces 3 jours-là et pendant plusieurs mois, à monter sur scène ici. Du coup, Quentin, Tadé, Hélène, Vanessa, Domi, Valentin, et puis tous les autres qui sont là-bas, Sarah aussi, Manon. Et je voudrais qu'on leur donne un grand applaudissement. Parce que pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ces gens-là, ils ont eu un rêve. Et leur rêve, c'était de vous amener ici ce soir dans cette salle, hier dans cette salle, avant-hier dans cette salle. Et ce rêve, il est réalisé. Et donc, moi, je voulais vous remercier très fort parce que ça me donne beaucoup d'émotion de vous voir tous là. Et c'est super chouette qu'on arrive à faire ça. Et on va le faire encore longtemps, j'espère, dans cet asso, parce que les défis sont monstrueux. Et du coup, voilà, un grand merci à vous tous d'être venus et continuons ces discussions en dehors. Merci.